Bonjour, je suis Julie Leblanc, directrice adjointe et intervenante au Seuil de l'Esprit. Le Seuil de l'Esprit, qui sommes-nous? Nous sommes une ressource en fait en gestion de la colère, de l'impulsivité, de l'agressivité, qu'il y ait comportement violent ou non. On offre ce service à tous les hommes, les femmes et les adolescents et adolescentes à compter de 14 ans sur le territoire de l'Esprit. Donc, un grand territoire à couvrir, beaucoup de gens à connaître. On offre également un service plus spécifique également au niveau des relations de couple. Donc, lorsque des difficultés qui sont vécues, que ce soit au niveau de la communication, de faire face à une rupture, des difficultés aussi au niveau de la violence dans une relation, que ce soit d'un côté, de l'autre ou des deux côtés, tout simplement, là, les deux personnes impliquées. Donc, des services quand même, un large éventail de services qui est offert, une ressource qui existe depuis maintenant, en fait, bientôt 40 ans, fondée en 1983 par M. Jean Lippé, qui était aucunement relié au milieu de la relation d'aide, mais qui un homme qui avait une préoccupation pour la santé et le bien-être d'autres hommes, comme lui, qui pouvaient vivre des difficultés affectives ou relationnelles. Donc, a démarré un service d'écoute téléphonique qu'il opérait par lui-même, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour éventuellement avoir certaines sources de financement, fonder le seuil, dans le but de dire « Permets-toi d'entrouvrir la porte et de traverser le seuil pour voir ce qui se trouve de l'autre côté ». C'est la signification qu'il a donnée au nom de l'organisme. Et puis bon, on sait comment ça fonctionne avec le financement et autres. Le Seuil est devenu un organisme à part entière avec des employés, des intervenants. Nous avons eu l'étiquette d'organisme pour conjoints violents pendant plusieurs années. Définition qui s'est modifiée avec le temps puisqu'on accueille évidemment femmes, adolescents, adolescentes, les hommes et tout ça, et toute personne entre deux qui se définit, peu importe la manière qu'on a de se définir au niveau de notre orientation de genre. Donc, voilà, ça résume un petit peu au niveau des services. C'est ça qui, en fait, on offre des services en individuel, en groupe et en couple. On offre aussi des ateliers et des séances d'information. La raison de ma présence aujourd'hui, la raison pour laquelle je vous parle et que, en fait, je trouve ça très intéressant de pouvoir le faire. Je remercie d'ailleurs Linda pour l'invitation. C'est très apprécié. Aujourd'hui, le but étant de parler, en fait, davantage de la gestion de la colère, de l'impulsivité, l'agressivité, en fait, et tout ça. Puis d'autres rencontres qui ont pour but de peut-être parler un petit peu plus aussi de la violence au sein des relations, de comprendre un peu mieux en quoi ça consiste et de peut-être démystifier le fait que ce sont des comportements qui sont inadéquats, mais qui ne sont pas nécessairement, bien malheureusement, rares. Chaque personne peut en certaines circonstances et peut-être face à certaines personnes poser des gestes qu'on regrette, qu'on trouve qu'ils ne nous définissent pas ou qu'on ne souhaite pas qu'ils nous définissent. Donc, il y aura cette partie-là éventuellement, en fait, au courant des prochaines semaines. Si vous avez envie de vous joindre à nous directement au CECLM, faites-le sur l'heure du midi, les 5 et 12 avril, pour avoir discussion, échange et tout ça, ça va me faire bien plaisir. Mais aujourd'hui, le but était de démystifier un petit peu qu'est-ce que la colère, c'est quoi l'impulsivité, l'agressivité, quand on parle de violence, de quoi est-ce qu'il est question, parce que si on commence tout d'abord avec la colère, c'est une émotion qui a très mauvaise presse. Hein? La colère, on la démonise, en fait, c'est mal d'être en colère, on ne veut pas ça, on l'associe à quelque chose qui est très négatif, en fait, la colère. On voit ça comme une émotion qui est très noire, très obscure. En fait, il y a une association directe avec la violence, et là, c'est la première chose qui est à démystifier et à dire, mais ce n'est pas vrai. La colère n'est pas un synonyme d'agressivité ou de violence. La colère fait partie des 6 émotions de base. Tout humain, on va à tout le moins ressentir de la joie, de la tristesse, de la colère, de la peur, du dégoût, de la surprise. C'est les 6 émotions de base et tout le reste des sentiments. Ça découle de ça d'une manière ou d'une autre. De la même manière qu'on a 3 couleurs primaires à partir desquelles on constitue tout un arc-en-ciel, en fait. Donc, c'est un peu la même chose. La colère a différentes gradations, variations. On peut être irrité, dérangé, frustré. On peut être complètement hors de nous. On peut être enragé. Donc, première chose qui est à distinguer, la colère n'est pas négative. Vous avez le droit d'en ressentir. C'est important. D'ailleurs, je vous encourage à ressentir de la colère. Trop en ressentir est aussi mauvais que de ne pas en ressentir du tout.
Hein, c'est la première chose à savoir. La colère, c'est la manifestation d'une insatisfaction. C'est un signe comme quoi un de nos besoins n'est pas répondu, qu'une situation, une personne, bref, ce à quoi on est confronté, ça vient nous déranger, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans ça pour nous. Vous l'avez certainement entendu, la colère, en fait, peut être, c'est toujours dans la manière de l'exprimer, hein, que ça va venir faire la différence. Et c'est là qu'on entre dans les autres éléments également, en fait, quand on parle d'impulsivité, d'agressivité ou de violence ensuite, ben dans les distinctions qu'on peut faire, en fait, l'impulsivité, c'est vraiment un comportement réactionnel. Donc, en fait, souvent, c'est lié au fait de ne pas réfléchir aux conséquences de nos actions. L'impulsivité qui, encore une fois, n'est pas seulement associée à la violence. Beaucoup de gens sont déjà partis sur un trip de magasinage, peu importe où. Que vous soyez amateur de plein air, puis que vous rentriez dans une boutique spécialisée, ou que tout à coup, vous avez eu votre paye, puis vous décidez d'aller dépenser quelques sous bien durement gagnés dans les magasins. On revient tous des fois en se disant « Oups, j'aurais peut-être pas dû. J'aurais peut-être dû mieux planifier mon budget. J'ai fait des achats que je me disais finalement, je vais peut-être les retourner, je garderai peut-être pas ça, ou on l'utilise une fois, puis après ça, c'est terminé. » Bien, on agit sous le coup de l'impulsion. On n'a pas mesuré c'était quoi les conséquences. Moi, j'avais un collègue qui me disait, est-ce que c'est utile ou futile pour savoir si on agissait par impulsivité ou non, bien souvent. Donc, là, encore une distinction très importante. Donc, on a des gens qui peuvent être très impulsifs dans la vie, mais qui ne seront jamais agressifs ou violents. C'est plus de prendre des décisions sur des coups de tête. J'ai décidé de partir faire un road trip en fin de semaine avec mes amis. J'ai pas pensé que le prix du gaz avait vraiment augmenté. Puis, ça nous a coûté 2 fois plus cher que ce qu'on avait prévu. On n'a pas réservé à l'avance, donc on a dû dormir dans l'auto. On était vraiment coincés comme des sardines. C'était agréable, une belle expérience, mais peut-être qu'avec un peu plus de planification, ça aurait été d'autant plus profitable. Bon, c'est des éléments comme ceux-là qu'on peut voir aussi dans l'impulsivité. Il y a parfois le fait de ne pas réfléchir aux conséquences. On n'y réfléchit pas pour nous-mêmes, mais on n'y réfléchit pas pour les autres non plus. Donc, de dire des choses un petit peu trop rapidement puis d'avoir envie de se mordre la langue parce qu'on est allé trop loin dans ce qu'on a dit, ou que, justement, on voit la réaction de la personne face à nous, puis on se dit « Oups, je ne pensais pas que ça aurait cet effet-là, je n'ai pas réfléchi avant de parler. » Donc, voilà, peut-être différence. Peut-être que certains se reconnaissent également déjà de dire « Ah oui, ça c'est moi. » Moi, je me connais, je suis une personne assez impulsive. J'ai appris à le contrôler, en fait, avec le temps. Mais il y a des moments où, si je décide que c'est là et c'est maintenant, j'ai pas envie d'attendre, ben, ça va m'arriver d'agir en me disant « Je vais assumer les conséquences de mon choix ensuite. » Peu importe cette question, en espérant, en fait, en ayant toujours toutefois en tête, c'est de la partie qu'on apprend à contrôler peut-être un peu plus, à m'assurer que les conséquences sont pour moi et non pas pour les autres. Donc, il y a beaucoup ça au niveau de l'impulsivité. Souvent, quand on va en faire une meilleure gestion, on prend davantage conscience de comment ça peut affecter les gens autour de nous. Donc, déjà au niveau de ces différences-là pour la colère et l'impulsivité, là, on rentre dans les éléments qui sont super agréables ensuite, dont notamment l'agressivité. Encore une fois, agressivité et violence qu'on voit beaucoup comme étant des synonymes, mais comme tantôt je le nommais juste dans l'introduction, de quand on parle au seuil, on fait la gestion de la colère, de l'impulsivité et de l'agressivité avec ou sans comportement violent. Donc l'un ne va pas nécessairement avec l'autre. Et c'est là où en fait, qu'on peut peut-être créer une petite controverse. Le but n'est pas de faire ça, mais davantage de l'expliquer. Dans l'agressivité, à la base de ce que c'est un peu pour vraiment si on recule dans le temps, parce que là, je dirais que la définition a quand même un petit peu changé ou la manière qu'on a de le vivre a changé. Mais l'agressivité, à la base, c'est une réaction dans un but de se défendre. Donc, c'est vraiment une impulsion. C'est beaucoup lié, par contre, ici à l'impulsivité. Mais c'est vraiment dans un but de se protéger, de faire face à un obstacle. Donc, on tente de se défendre face à une menace qui est perçue ou réelle. Fait que si on remonte dans l'histoire, si on pense aux gens qui devaient les chasseurs-cueilleurs, par exemple, qui doivent affronter peut-être des bêtes sauvages dans le bois comme ça à tout moment pour être capable de survivre, bien, des gestes agressifs, on va s'y attendre.
on va s'attendre à une certaine défense. En fait, on pourrait argumenter qu'il y a eu de la violence parce qu'ils avaient l'intention de tuer, par exemple, la bête là, pour se nourrir. Ils le faisaient dans un instinct de survie. Donc là, ça, c'est autre chose dans lequel je n'entrerai pas. Mais l'agressivité qui est quand même utile. Si je fais face à un ours pendant une randonnée en montagne, ça se peut que j'aie une réaction agressive parce que je vais me dire, OK, ben si l'ours est menaçant, il grogne après moi, je vais peut-être avoir envie de lever les bras dans les airs, de grogner moi aussi pour lui faire peur. Peut-être que ma technique ne fonctionnera pas du tout, mais je peux l'essayer. Je vais peut-être aussi avoir envie de partir à la course en sens inverse et de ne plus jamais le revoir sans me retrouver. Peut-être. Mais l'agressivité, c'est un peu ce que c'est. Je donne un exemple quand même assez simple de ce côté-là. Si je me promène sur la rue et que quelqu'un empoigne mon sac pour me le voler, bien, c'est possible que je me retourne et sans même mesurer là, la portée de mon geste ou comment j'agis, que je donne un coup en me disant, je veux que la personne, mon intention, c'est que la personne lâche mon sac. Je ne veux pas qu'elle parte avec mes effets personnels. Donc, je donne un coup, j'appelle la personne au bras, elle lâche le tout et je pars à la course en sens contraire. J'ai eu un geste agressif, mais qui n'est pas violent, en ce sens que je ne voulais pas lui faire mal. C'était pas ça mon intention. Si la personne lâche mon sac et que là, je vois qu'elle est un peu désintéressée, elle ne s'attendait pas à ça, et que là, je décide de lui faire peur ou de rendre le coup en disant « ça n'arrivera plus jamais, puis tu ne referas pas ça à personne », là, je suis dans un geste de violence. Mon intention vient de changer. Et c'est là vraiment la différence aussi entre l'agressivité et la violence. Derrière la violence, il y a une intention de. Puis je mets vraiment des bémols à tout ce que j'apporte parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire « mais moi, ça, je l'ai senti comme un geste de violence », alors que l'intention de la personne n'était pas ça. Donc, j'entrerai pas dans toutes les complexités mais pour moi, ce qui est important, en fait, c'est comment la personne s'est sentie et l'intention qu'elle donne. Donc, une victime a le droit de dire la personne de qui je me défends sur la rue qui voulait voler mon sac pourrait dire « Julie a été violente envers moi ». J'ai effectivement donné un coup. C'est un geste qui est considéré comme de la violence. C'est de la violence physique. Là, par contre, où je peux me défendre, c'est de dire « Oui, mais là, la personne avait empoigné mon sac. Je ne savais pas que c'était, par exemple, dans son visage que je donnerais le coup. C'était pas mon intention. Je voulais juste qu'elle lâche mon sac. Puis, moi, après ça, j'ai crié à l'aide ou je l'ai fait en même temps. Donc, je voulais vraiment juste me sortir de cette situation-là. Je ne voulais pas blesser la personne, je ne voulais pas lui faire de mal. Donc, c'est là qu'il y a une différence aussi avec l'agressivité. En fait, qu'on va considérer ça peut-être plus comme de l'agressivité qu'un geste de violence. Un autre exemple qu'on va voir souvent et que j'ai vécu, je devais faire une rencontre avec une adolescente dans une ressource des centres jeunesse. Elle est en foyer de groupe. Elle devait venir me voir à mon bureau, mais bon, étant à risque de fugue, on m'appelle et on me dit « Julie, peux-tu venir nous voir directement au foyer de groupe parce qu'on craint trop pour la sécurité de la jeune femme si elle quitte. On pense qu'elle a des plans peut-être déjà établis d'aller rejoindre des amis ou son copain. Donc, nous, on a un risque de fugue à gérer et tout ce que ça implique parce qu'il y a une problématique de consommation derrière ça. Donc, là, on a réussi à... La situation est stable actuellement, puis on ne veut pas créer cet effet-là où, en fait, elle peut devenir dangereuse pour elle-même parce qu'elle ne mesure plus les conséquences de ses gestes. Pas de problème, je vais aller vous voir. Pouvez-vous, s'il vous plaît, simplement l'aviser ou sinon, dites-le moi et je le ferai. Non, Julie, on s'en occupe. J'arrive au foyer de groupe. La jeune a été avisée le matin même. Quelques minutes avant que je me déplace pour aller la voir, on l'a avisée qu'elle ne pourrait pas venir me voir à mon bureau. Donc là, elle, tous ses rêves et espoirs de retrouver sa gang, ses amis, tout ça, ça s'envole en fumée à ce moment-là. Elle ressent donc de la colère, elle est insatisfaite de ça. Son besoin n'est pas répondu, elle avait des plans et là, ça tombe à l'eau. Donc déjà, elle est en colère. Et quand on débute notre rencontre, l'éducatrice me dit « Julie, n'hésite pas à intervenir s'il y a quoi que ce soit pour la recadrer. » Oui, il n'y a pas de problème pour moi. On commence et la jeune femme, plus elle parle, plus elle lève le ton. Elle en est quasiment rendue à crier à un certain point, mais pas contre moi. Elle est fâchée. Elle est vraiment, là, elle est même fâchée, c'est faible, là, elle est vraiment en colère. Il y a plein de beaux termes qu'on pourrait utiliser pour ça de notre langage un petit peu plus folklorique pour dire elle est enragée, elle n'est pas contente, elle est vraiment là, elle est hors d'elle. Puis, mais dans sa manière de le faire, c'est pas moi, je me sens pas menacée.
elle est agressive. Elle lève le ton, elle est rendue quasiment à crier, mais elle n'est pas agressive envers moi. Je comprends qu'elle a un besoin de s'exprimer. Il y a une intervention qui est faite par son éducatrice pour dire, je te demande de rebaisser le ton. Julie, n'hésite pas. Si jamais tu dois intervenir, fais-le. Je trouve qu'il n'y a toujours pas de problème. Je reprends ça avec la jeune en disant, l'intervention de ton éducatrice est tout à fait appropriée parce que oui, ton ton était rendu très élevé, puis là, ça pouvait avoir un impact sur les gens autour. Je dis, par contre, moi, jusque-là, si on pense juste à toi et moi ensemble, ça ne me dérangeait pas dans la mesure où tu étais adéquate envers moi. Puis j'entends que tu as besoin de parler, tu as besoin d'exprimer ton émotion. Et elle est venue à dire, effectivement, elle dit, je suis tannée ici, j'ai l'impression que je parle et que personne ne m'entend. Peu importe ce que je dis, ce n'est pas écouté, on n'en tient pas compte. Elle dit, là, je suis vraiment tannée, je suis à bout de ça. Et c'est vraiment un exemple typique de ce qu'on peut voir en certaines circonstances. Quelqu'un qui ne se sent pas écouté, son réflexe premier a été de lever le ton comme si c'est ce qui allait résoudre la situation. Ça a créé l'effet contraire parce que c'est perçu comme étant agressif. C'est dérangeant de se faire crier après. C'est un comportement qui n'est pas accepté par tous. Par contre, moi, j'avais le loisir de voir avec elle pourquoi elle réagit comme ça. Qu'est-ce qui l'amène à lever le ton? Et plus on parlait, plus son ton, après ça, commençait à redescendre pour en arriver à une conversation tout à fait normale. Parce que, bon, là, dans mon rôle à moi, j'étais beaucoup moins menaçante que les éducateurs et les intervenants du centre jeunesse. Moi, je ne suis pas celle qui accorde ou non des permissions. Fait que mon rôle étant très différent, bien, on a établi un rapport qui n'est pas le même et elle ne sentait pas le besoin de me parler de la même manière, mais elle adoptait un comportement agressif avec les intervenants parce qu'elle sentait que son besoin n'était pas répondu. Elle, il y avait une menace pour son intégrité personnelle. Selon elle, là, mes besoins ne sont pas entendus, on ne fait rien pour moi, ce que je veux, ce n'est pas écouté. Donc ça, c'est une démonstration d'agressivité, puis c'en est une qu'on va souvent voir. C'est difficile d'admettre qu'on a des comportements agressifs, mais ça va arriver en différentes circonstances. Puis encore une fois, je mets des bémols parce que les enfants peuvent être un peu turbulents. Si je crie parce que j'ai l'impression que ça ne l'écoute pas, est-ce que j'ai nécessairement fait preuve d'agressivité? Bon, peut-être pas. Chaque situation peut être vue au cas par cas. Ça dépend toujours c'est quoi mon intention. C'est aussi derrière ça. Est-ce que je crie parce que je sens qu'il y a une menace? Ça va arriver, là, par exemple, un enfant qui décide de partir à la course et de ne pas regarder de chaque côté de la rue avant de la traverser. Ça se peut qu'on ait une réaction agressive, on va crier. Pourquoi? Parce qu'on perçoit une menace. Là. En fait, la menace est assez réelle, en certains cas, pour sa sécurité. S'il y a un véhicule qui arrive et qu'il ne l'a pas vu, bien, mon enfant risque de se faire frapper. Ça se peut que j'aie une réaction agressive pour essayer de prévenir le danger auquel fait face mon enfant et lui, duquel il n'est pas conscient. Si je décide de crier après mes enfants parce que c'est juste rendu la norme, puis parce qu'ils sont un peu turbulents, puis ça fait du bruit des enfants, c'est la vie. En fait, on souhaite qu'ils fassent du bruit, là. C'est beaucoup plus le fun, ça met un peu plus de vie. Mais si ma réaction, c'est de toujours faire ça parce que j'ai décidé de ne pas adopter d'autres méthodes pour interagir avec eux, bien là, je suis peut-être dans un comportement agressif qui n'a pas sa place. T'sais, là, on est vraiment dans une autre dynamique qui est à revoir à ce moment-là. Fait qu'il y a cette nuance-là qui peut être apportée aussi au niveau de l'agressivité. Et évidemment, d'adopter un comportement agressif, peu importe c'est quoi la raison, ne vient pas le justifier. Ce n'est pas parce que j'ai perçu une menace, que ce soit pour mon intégrité physique, personnelle, pas parce que quelqu'un voulait voler mon sac que ça vient me donner le droit, par exemple, de donner un coup pour qu'on me lâche. Mais ça peut venir toutefois expliquer le pourquoi dans la menace que j'ai perçue. Donc, il y a cette nuance-là importante à apporter. La violence, je l'ai nommé plusieurs fois tantôt en faisant le parallèle avec l'agressivité. Quand on parle de violence, il y a une intention de. Ça peut démarrer de manière inconsciente, puis parfois c'est pour combler des besoins, mais c'est humain de vouloir combler des besoins, mais c'est trop souvent, là, les gens le font au dépens des autres. Et c'est beaucoup ça dans la notion de violence, c'est l'intention de. Je sais que ça porte préjudice à l'autre, je peux le constater, je peux voir les effets de, mais je fais tout de même le choix. Et ça, c'est vraiment une nuance importante. C'est là aussi où, au seuil, on va dire, on rencontre des gens qui effectivement ont des comportements violents.
Beaucoup de gens qui le font peut-être après ma mort de manière inconsciente, d'autres de manière très consciente, mais c'est là qu'il y a différentes nuances auxquelles on invite les gens à nous parler, à venir questionner, à venir s'interroger, à venir valider en fait les comportements qu'eux vont adopter, parce qu'au niveau de la violence, c'est ça, on parle d'une intention de, puis ça se peut que je lève le ton ou que j'insulte quelqu'un dans un moment où je veux me défendre. Si on a déjà eu des chicanes de frères et sœurs, on sait très bien, moi chez nous, ça a brassé de temps en temps, on n'était pas toujours doux les uns avec les autres, mais c'est une chose qui peut arriver, en fait. Là, je savais que des fois, en disant tel mot à ma sœur, ben, ça allait lui faire de la peine, comme elle savait qu'en me disant telle chose, ça m'en ferait également. Ben, dans ces moments-là, oui, même si c'est désagréable à nommer, ben, j'ai exercé une certaine violence psychologique envers ma sœur. L'insulter, ça en fait partie. Je savais que ça la blesserait. Est-ce qu'on peut le regretter sincèrement et changer nos comportements? Oui, c'est là qu'on invite les gens à venir nous voir, nous parler, à se questionner, à savoir, moi, est-ce que mes comportements, est-ce que c'est de la violence? Est-ce que c'est de l'agressivité? Est-ce que j'ai un comportement qui est mésadapté, en fait, dans la situation? Que j'ai utilisé ça à un certain moment, ça a comblé mon besoin, duquel j'étais peut-être même pas consciente. Puis là, aujourd'hui, je réutilise la même chose encore et encore, mais ça ne fonctionne plus, ça n'a pas l'effet que je veux. C'est certain que quand on parle de violence, ben, on peut ensuite aisément faire un transfert vers la violence conjugale. Puis je dis aisément faire un transfert, non pas que parce qu'on a eu un geste de violence envers une personne, on va nécessairement l'avoir dans notre vie conjugale, pas du tout, mais parce que c'est très associé. En ce moment, et l'année 2021 a été dévastatrice pour ça, tout comme les années précédentes, en 2021, on a entendu parler de féminicide plus souvent, honnêtement, plus souvent qu'on l'aurait voulu d'une quelconque manière. Et c'est là qu'il y a des nuances à apporter aussi, puis qu'on invite les gens à se dire, bien, si moi je me questionne, si je ne suis pas ça, ou si je réalise que mes comportements font peut-être de la peine à l'autre qui le blesse ou la blesse, à qui je peux parler de ça? Auprès de qui est-ce que je peux aller vérifier? Bien, auprès du seuil de l'esprit. C'est pas très compliqué. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez nous écrire, vous pouvez aller voir sur notre site internet, le www.leseuil.qc.ca. Vous pouvez nous appeler 819-821-2420. Vous avez, je veux dire, il y a beaucoup de plages horaires dans lesquelles vous pouvez parler avec un intervenant, vous pouvez vous questionner. On peut faire une rencontre tout simplement pour voir avec vous, évaluer un peu la situation, où est-ce que vous en êtes, c'est quoi les comportements que vous adoptez, c'est quoi les questions que vous avez. On travaille principalement avec les auteurs de ces gestes-là. Donc, si vous dites, moi, je vis ces gestes-là, moi, je suis une victime de violence, que ce soit dans ma relation avec mon copain ou ma copine, avec mes amis, dans ma famille et tout ça, je vois de ça, qu'est-ce que je peux faire? Bien, nous, c'est certain que le fait, à ce moment-là, on vous réfère vers les ressources d'aide, en fait. Je vous dirais, pour les hommes, il n'existe pas encore de ressources d'aide pour les personnes victimes. Donc, vous pouvez nous appeler au seuil. Puis, il y a d'autres services qui existent pour les hommes également, comme Momentum, dans la région là, où vous pouvez être accueillis. Pour les femmes, bien, il existe, les maisons d'hébergement offrent aussi des services à l'externe la plupart du temps là, pour éduquer, renseigner les gens, informer, offrir du soutien. Donc, ici, à Lac-Mégantic, c'est l'organisme La Bouée que vous pouvez contacter. Puis sinon, il existe d'autres ressources également dans la région de l'Estrie auxquelles vous pouvez vous référer aux besoins. Mais si vous avez des questions, appelez-nous, on va toujours vous répondre, on va toujours prendre le temps avec vous de répondre à ça. Peut-être vous aider à distinguer un petit peu ces éléments-là dont je vous ai parlé aujourd'hui, puis de voir, bien moi, ma situation, qu'est-ce qu'elle est. Puis à partir de là, bien, selon votre volonté de vous investir, bien, c'est possible de faire simplement un petit plan d'action, un petit plan d'intervention pour dire c'est quoi les objectifs qu'on veut réaliser, puis voici les moyens qu'on va prendre pour y arriver. Parce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour se contrôler, pour mieux gérer nos émotions. Et d'ailleurs, je vous en partage deux rapidement avant de vous laisser à ça. Je trouve ça important. Le premier, pour lequel c'est de pratiquer tout simplement, là, malheureusement, il n'y a pas de recette miracle, c'est le fameux pas de recul. En anglais, on parle beaucoup de stepping away, donc c'est différent que de fuir une situation ou de l'éviter complètement, mais c'est de prendre un moment pour dire
quand on réalise que l'émotion monte en intensité, je viens d'être de plus en plus en colère, je prends le temps de dire « c'est pas un bon moment pour moi ». Et c'est ce délai-là qui va faire la différence. Puis, c'est pas nécessairement toujours un délai très long. Si je suis du genre à agir en 2 secondes, bien, si je m'en donne 10 secondes, je viens déjà de me donner beaucoup plus de temps pour modifier le comportement que j'avais. Je vous donne un exemple très concret. Vous en avez peut-être entendu parler, ça s'est passé en fin de semaine. L'action de M. Will Smith aux Oscars envers son collègue Chris Rock. M. Will Smith n'a pas appliqué son pas de recul. Il a agi sous le coup de l'émotion. Il était en colère. Est-ce que c'est de l'impulsivité? Ça peut se débattre parce que le temps qu'il avait pour partir de son siège, monter sur scène, donner le coup à M. Rock et ensuite retourner à son siège pour là parler de manière grossière, on n'est plus dans de l'impulsivité. On est dans une mauvaise gestion de sa colère. On est dans un geste violent parce que là, l'intention, je veux dire, de monter sur scène et d'agir de cette manière-là, c'est à la fois agressif et violent. Et il n'a pas pris le pas de recul parce qu'il aurait pu se lever, se rendre sur scène, puis le temps qu'il fait, qu'il marche pour se rendre sur scène, il peut prendre son pas de recul à ce moment-là, même s'il est dans l'action. Parce qu'il aurait pu arriver à côté de monsieur puis lui dire « Moi, écoutez, je ne suis absolument pas d'accord avec ce qu'il vient de se dire. Je n'aime pas cette blague sur ma conjointe et j'aimerais qu'on s'excuse tu sais, de ce qui vient d'être dit. » Il aurait utilisé le moment pour ça. Le pas de recul, c'est un moment qu'on prend pour essayer de faire diminuer l'intensité de notre émotion et non pas la nourrir. Donc, c'est certain que si, pour se rendre sur la scène, il est en train de se dire « il va y goûter l'écœurant » ou hey, « je le manquerai pas », bien, quand tu arrives face à la personne, le geste parle en conséquence. Alors que si, pendant qu'il se rend là, il se dit hey, « ça n'a pas d'allure de faire ça », il y a des gens autour, il s'est excusé ensuite publiquement en disant que toute forme de violence était inacceptable, ça aurait été agréable qu'il le réalise avant de poser le geste. Et plusieurs gestes, en fait, parce qu'il y a non seulement eu le coup, mais il y a eu toute la violence verbale qui accompagnait ça quand il a crié et bon, quand il a insulté là, Chris Rock. Donc, il y a tout ça qui est à voir, en fait, de ce côté-là, mais le pas de recul peut être utilisé de manière très saine et très adéquate et en très peu de temps. L'important, c'est de ne pas aller ruminer des pensées qui nous maintiennent dans cette émotion-là. Si je sens qu'il faut que je m'éloigne, ben c'est mieux de dire « moi, je ne peux pas gérer ça en ce moment, je vais revenir quand je vais pouvoir le faire ». Fait que ce soit dans un conflit avec la famille, des amis ou les copains, copines, ben c'est une chose qu'on peut faire, entre autres. En ce moment, là, je ne suis plus disponible, là, je ne peux pas t'écouter, je ne suis pas bien, ça me fait vraiment, ça vient vraiment me chercher ce que tu es en train de me dire, je préférerais qu'on en parle un petit peu plus tard. Fait que là, on est en train de prendre le pas de recul. On est en train de manifester un besoin. On est en train de dire, moi, il faut que j'aille gérer mon émotion. On est en train de démontrer de la considération autant envers l'autre qu'envers soi-même. Si on continue sur ce chemin-là, ça se peut que je dise des choses inadéquates. Si on s'arrête et que je prends un temps pour, justement, prendre du recul, bien, il est tout à fait possible que je vais me sentir mieux, que je vais pouvoir aborder les choses autrement, puis qu'après ça, on va pouvoir reprendre la conversation plus calmement et de manière plus satisfaisante. C'est ça qu'on est en train de dire par un simple « je ne peux pas parler en ce moment ». Je ne suis pas disponible, ça ne me tente pas, je ne peux pas, je dois sortir. Peu importe la formulation qu'on utilise, ça peut se faire facilement et rapidement. L'important, c'est peut-être de voir, par contre, à fixer un moment pour revenir sur la situation. Parce que je vous disais tantôt, il y a une différence entre un pas de recul et éviter complètement les situations où on ne veut pas tomber dans ça. L'évitement, ça fait aussi vivre toutes sortes d'émotions, puis ça les fait monter en intensité également. Donc, c'est de peut-être faire la différence en disant, bien là, j'ai besoin d'un moment pour me calmer, mais on peut peut-être en reparler dans une demi-heure, 1 heure, 2 heures, peu importe le temps dont vous avez besoin, mais le plus rapidement possible, une fois que vous avez fait le point et que vous vous êtes calmé, c'est le mieux. Parce que plus on attend, plus les choses sont faites. Puis souvent, on se dit, oh, on n'a plus besoin d'en parler. Mais c'est des sujets qui ont tendance à revenir après ça dans des conflits autres ou qu'on reste avec une émotion plus désagréable, puis ça va nourrir autre chose. Ça va nourrir dans d'autres situations. Ce qui fait que des fois, quand on dit,
c'était la goutte qui a fait déborder le vase, ben c'est ça. Il faut prendre le temps de revenir tout de même sur les situations. Donc, dites-vous que vous le faites autant pour vous que pour l'autre quand vous faites ça. Fait que le pas de recul qui était le premier outil. Le deuxième, vous en avez sûrement déjà entendu parler, on l'utilise aussi avec les enfants, le thermomètre de la colère. C'est assez simple. Je vais prendre une image pas très loin. J'espère que vous allez bien la voir. Le thermomètre de la colère qui ressemble à ceci. Donc, nous, on l'utilise avec 3 couleurs, le vert, le jaune et le rouge, simplement pour illustrer. Bon, quand on est dans notre zone de confort, on est dans le vert, tout va bien, je peux faire face aux situations, il n'y a pas de problème. Le jaune, je suis à risque, je dois faire attention, il y a des choses qui me dérangent et je dois porter attention. Et le rouge, on est dans notre zone de danger. Moi, le thermomètre de la colère, j'aime ça beaucoup le comparer au feu de circulation. Je trouve que c'est d'autant plus... en tout cas, moi, cette image-là est d'autant plus facile à comprendre pour moi parce que je le lis à quelque chose de très concret. Quand la lumière est verte, je sais que je peux circuler dans la vie. C'est mon tour. Je suis correcte, il n'y a pas de problème. Si tout le monde respecte ces feux de circulation, quand ma lumière est verte, il n'y a pas de problème. Par contre, on nous l'enseigne dans nos cours de conduite et on l'apprend sinon à nos départs. Ce n'est pas parce que la lumière est verte que je ne dois pas faire attention à ce qui est autour de moi. Donc, c'est un peu la même chose. Quand je suis dans ma zone verte, bien, je peux y aller, je peux foncer, je vais faire face aux situations, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que je sois attentive à comment je me sens et comment les situations peuvent me faire réagir. C'est ça le parallèle que je fais ici. Le jaune, bien, quand la lumière est jaune, l'option un peu trop souvent utilisée selon les conducteurs, c'est de dire je vais appuyer sur le gaz et je vais passer plus rapidement. Quand il est question de gestion des émotions, je ne le conseille pas. Jaune, il y a un risque. Jaune, ce sera je ne pourrai plus passer bientôt, je vais devoir m'arrêter, je dois prendre en considération qu'il y a d'autres gens autour. C'est un peu la même chose quand on est dans notre zone jaune. Il y a des risques. Je suis dérangée, les émotions sont plus fortes en intensité. Ça prend peut-être un seul élément pour faire basculer vers le rouge dans une zone où je ne me contrôlerai pas aussi bien, où je vais me laisser aller à l'émotion. Et là, mes comportements il va clairement avoir des répercussions de ce côté-là. Donc, c'est là que je vous invite à, plutôt que de dire « Ah, c'est pas grave, je vais continuer, je vais appuyer sur le gaz, puis ça va bien aller. Je vais espérer que tout va bien se passer. » Bien, quand il est question de la gestion de nos émotions, tout comme au volant, en fait, vous devriez ralentir en vue de vous arrêter. Parce que c'est en ralentissant qu'on va peut-être être capable de regagner du contrôle sur nous-mêmes et de retourner dans une zone verte, plutôt que de peut-être voir quelqu'un qui était trop pressé aussi de l'autre côté, puis ça rentre en collision avec nous. Et là, ça peut causer des dommages, en fait, au niveau émotif. Ça peut, je veux dire, il y a des effets, des fois, boule de neige de ce côté-là auxquels on veut porter attention. Bien évidemment, la zone rouge, vous en doutez, c'est comme quand on est au volant, on ne passe pas là. C'est plus bon. Hein? Quand la lumière est rouge, je ne suis pas supposée circuler. Je dois prendre pour acquis que ce n'est pas un bon moment. Je dois m'arrêter. Je dois revenir au calme. Fait que c'est un peu la même chose, en fait, le même parallèle du côté des émotions. Quand je suis dans ma zone rouge, là, je suis peut-être en train d'exploser. Il faut que je me sorte de ça. Il faut que je prenne un temps d'arrêt, obligatoirement, pour après ça pouvoir reprendre, je dirais, mes activités de manière un petit peu plus régulière, peut-être en étant dans une zone jaune et le plus possible en étant dans une zone verte. Mais oui, des fois, on fait descendre l'intensité de l'émotion suffisamment pour se retrouver dans le jaune en se disant « je vais gérer le reste plus tard ». Fait que, quand on dit prendre un temps d'arrêt, c'est ce que je vous disais avec le pas de recul, c'est de se retirer peut-être de certaines situations en disant « je vais prendre un peu de temps pour moi ». Parce que c'est sûr que quand on adopte des comportements, on a toujours la chance d'y revenir. Hein? C'est pas parce que je faisais la comparaison, avec Will Smith aux Oscars, même s'il était rendu dans une zone rouge et qu'il marchait vers la scène, comme je vous disais, il y aurait eu la possibilité, une fois rendu là, de dire je prévoyais réagir d'une manière, mais je vais le faire autrement. Il aurait pu se lever, commencer à marcher vers la scène, puis se retourner et dire je vais sortir de la salle. Il y a différentes options qui se présentent et c'est là, comme je vous disais, on le lit beaucoup, là, le thermomètre de la colère avec le pas de recul. Les deux vont ensemble. Le problème, c'est qu'il n'y a pas rien d'instantané puis il n'y a pas de bouton magique pour ça. Il faut prendre le temps d'être conscient de soi-même, de se questionner des fois, savoir comment est-ce que je vais.
ou cette situation-là, ce que cette personne-là vient de me dire, comment est-ce que ça me fait réagir? Comment est-ce que je me sens en ce moment? Puis est-ce que je peux continuer comme ça? C'est à ça qu'il faut être à l'affût. Parce qu'en apprenant, en fait, à mieux se connaître et à plus se comprendre, bien, on se contrôle mieux, puis c'est ça qu'on veut faire. J'ai parlé beaucoup du mot contrôle aujourd'hui. Vous allez remarquer que quand je parle d'émotions, je parle de gestion des émotions. Des émotions, ça ne se contrôle pas. Ça découle de nos pensées, de situations auxquelles on est confronté. Il y a un lien direct avec plusieurs choses, mais une émotion, ça ne se contrôle pas, ça se gère. Et c'est une nuance très importante à apporter. Parce que le travail qu'on va faire à ce moment-là, c'est pas de me dire « OK, Julie ne ressent plus de colère, c'est terminé ». Il va falloir que je me dise « OK, mais à quoi est-ce que je pense qui me met en colère? Puis comment est-ce que je peux changer mes pensées pour sortir de ça? » Et c'est là tout le travail, puis un peu la complexité de ce qui est à faire dans toutes les rencontres qu'on peut faire avec les gens, toutes les personnes qu'on rencontre, de les amener à ce constat-là, puis à modifier des pensées qui, des fois, sont là depuis longtemps, des pensées qui nous ont été transmises, des fois par la famille, c'est des valeurs, c'est notre expérience, c'est notre vécu. Personne n'a été confronté aux mêmes situations de la même manière, donc c'est ça qu'il faut prendre en considération. Donc voilà, c'était les deux outils que je voulais rapidement vous présenter. Et comme je disais, si jamais vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas, faites appel à nous au Seuil, ça nous fait toujours plaisir de vous répondre, de pouvoir vous informer, puis de vous diriger vers les ressources appropriées s'il y a lieu. Donc, comme je vous disais, notre site internet www.leseuil.qc.ca, par téléphone 819-821-2080. Puis, si vous souhaitez me parler directement, bien, mon nom, c'est Julie Leblanc. Je suis directrice adjointe et intervenante au Seuil. Je suis la responsable également de la région du Granit, donc notamment ici à Lac-Mégantic, et ça va me faire plaisir de vous répondre. Donc, voilà. N'hésitez pas à faire appel à nous au besoin, puis en espérant vous voir également la semaine prochaine, mardi le 5 et mardi le 12, où on parlera davantage de la violence dans les relations, comme je vous le donnais en début de vidéo. Donc, voilà, au plaisir. Bonne journée.